le docteur Didier Payon, anesthésiste réanimateur. Je vous demande de l'accueillir sur la scène du Mans. Merci beaucoup, docteur. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, un grand merci à Jonathan Denis et à Philippe Loéac pour leur invitation et pour leur soutien de ces dernières semaines. Je vais me présenter en 2 mots. Donc, je suis médecin de formation anesthésiste réanimateur et j'ai travaillé donc pendant une 30aine d'années, je me rajeunis un petit peu, plus de 30 ans, dans la sphère de l'urgence, donc en réanimation, dans un service d'urgence après, puis depuis quelques années dans un service de médecine polyvalente post-urgence. J'ai eu la volonté de témoigner, alors un petit peu comme cela a été dit, pour apporter un éclairage et une vision qui n'est pas celle des médecins des unités de soins palliatifs qui sont le plus souvent pris comme référents dès qu'on aborde les questions de la fin de vie. Donc j'ai voulu expliquer ce que nous vivions dans les services d'urgence, de réanimation, de médecine, de chirurgie, mais aussi, je pense, en EHPAD ou au domicile, et qui constitue en fait la plupart des situations de fin de vie en France, puisque c'est qu'une minorité de gens qui terminent leur existence dans les unités de soins palliatifs. Il y a 2 points sur lesquels j'ai voulu insister. C'est d'abord l'illégalité permanente dans laquelle on se trouve obligé d'exercer dans nos services, tant quand il s'agit de mettre en place des sédations d'urgence pour des situations extrêmes, des euthanasies, et plus souvent quotidiennement dans des situations de limitation thérapeutique. Il faut bien comprendre que dans un service d'urgence, dans un service de réanimation, tous les jours, on refuse des patients dans l'urgence, parce qu'on ne peut pas accepter tous les patients en détresse vitale dans un service de réanimation pour des raisons de bon sens, pour des raisons humaines et puis pour des raisons d'organisation, bien entendu. Et donc, tous les jours, on prend des décisions qui sont dans l'illégalité, c'est-à-dire soit situation extrême de sédation, d'euthanasie ou de limitation thérapeutique, sans respecter la nécessité légale d'organiser une réunion collégiale avec un médecin extérieur, etc. C'est absolument impensable. Et donc, on prend ces décisions souvent seul ou collégialement, mais sans respect de la procédure. Cette réalité, elle est évidente pour moi, elle est évidente pour tous mes confrères, je pense, et elle est démontrée dans une étude qui a été faite par l'INED il y a une dizaine d'années, qui montre qu'il y aurait, semble-t-il, c'est sous les réserves de l'étude, mais qui est assez, avec une méthodologie qui est robuste, il y aurait 5000 injections létales en France, donc 5000 crimes, 5000 assassinats tous les ans en France. Il y aurait 20 000 actes médicaux qui provoquent le décès. Donc on est pareil, on est dans un contexte légal de crime. Il y aurait 300 000 décisions de limitation thérapeutique à l'origine du décès par an dans notre pays. Donc toutes ces décisions, quasiment toutes, sont prises dans l'illégalité, puisque vous imaginez bien que les réunions collégiales telles que l'exige la loi ne sont pas respectées. Alors les conséquences de cette illégalité, elles sont multiples, et c'est là où il y a un énorme problème. D'abord, absence de cadre légal, ça pousse bien entendu à la dissimulation, ce qui est la porte ouverte aux déviances, puisque acte réalisé seul, en se cachant, je vous laisse imaginer tout ce qui peut arriver sans le regard de confrères, c'est un des risques évidents. Absence de cadre médical, puisque dans l'illégalité, moi j'ai porté ce témoignage publiquement, j'ai été suspendu, ce qui prouve bien l'illégalité de ces pratiques, bien qu'elles soient incontournables. Absence de cadre médical, ça entraîne absence de formation sur l'utilisation des médicaments pour des sédations en urgence. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de procédure. Donc on est vraiment dans un no man's land, dans un vide juridique total et une absence surtout de réflexion médicale collective sur ce sujet.
Et puis, un problème qui me paraît, alors pour moi, le plus dramatique, c'est qu'il n'y a pas de stratégie cohérente dans la limitation thérapeutique. Je vais prendre un exemple typique, un exemple qui arrive tous les jours dans les services d'urgence. Un patient très âgé, on va dire, maladie d'Alzheimer très évoluée, patient, on imagine tous ces situations dramatiques, qui ne reconnaît pas ses proches, qui est gravataire, qui est incontinent, qui ne peut pas se nourrir, enfin tout ce que... Voilà, le pire. Ces patients arrivent très souvent dans les services d'urgence pour des complications. Infections pulmonaires très souvent ou déshydratation. Quelles sont les pratiques en France? Alors, il y a une limitation thérapeutique, ces malades ne sont pas admis dans les services de réanimation. Décision de vie ou de mort, décision illégale, non-assistance à personne en danger au minimum. Le problème, c'est que les décisions ne vont pas jusqu'au bout de la limitation thérapeutique, ils ne vont pas jusqu'à une abstention des traitements curatifs. Et ces patients qui arrivent ont, je vais dire, quasi automatiquement une prise en charge curative avec des antibiotiques, avec 2-3 jours de perfusion, avec un petit coup d'oxygène. On passe le cap et artificiellement, on va créer une survie pendant quelques semaines, quelques mois, de manière totalement artificielle. Alors, ces prises en charge, moi, surtout ces dernières années, j'ai eu de plus en plus de mal à les assumer parce qu'en fait, on fait à des patients ce qu'on ne ferait pas à ses proches, très, très, très clairement. Autre preuve d'une incohérence totale, quand ces gens meurent, quelle est la réaction unanime? C'est ce qui pouvait arriver de mieux, c'est une délivrance. Et 2 jours avant, qu'est-ce qu'on faisait? On prescrivait nos antibiotiques, on prescrivait nos perfusions. Alors certes, on n'allait pas jusqu'à la réanimation, mais en fait, artificiellement, on provoquait des survies pendant des semaines et des mois, avec des proches qui ne comprennent pas. Mais quand on s'engage auprès des proches à dire on va traiter l'inconfort, on va traiter l'anxiété, on va traiter la douleur, mais on ne va pas mettre en œuvre des traitements qui prolongent la vie, les proches ne sont pas choqués. À 90%, à 99%, les gens ne sont pas choqués. Simplement, on est dans un cadre légal, on est dans un cadre de pratiques médicales qui font que c'est quasiment automatique. Et un médecin qui s'aventurerait de manière assez récurrente à ne pas respecter ces pratiques, je ne vais pas dire ces bonnes pratiques, mais ces pratiques, de toute évidence, n'exercerait pas très longtemps. Donc c'est une incohérence, c'est un problème pour les soignants qui est considérable. Alors je ne vous cache pas qu'on ne se pose plus trop de questions au quotidien, parce que sinon on deviendra un peu fou. Donc les prises en charge sont quasiment automatiques. Mais c'est, je pense, un énorme problème. Et pour ma part, c'est à l'origine une certaine culpabilité de soigner les gens comme on ne le ferait pas pour ses proches. Alors, il y a eu beaucoup de choses dites sur la loi qu'on espère. C'est très clairement, moi je rejoins un petit peu tout ce qui a été dit, une avancée symbolique qui est évidente. Par contre, je partage la même inquiétude sur l'impact, c'est-à-dire que, en tout cas dans mon activité, mais pas que dans mon activité, dans beaucoup d'activités, très très peu de gens, je crains, ne pourront bénéficier des avancées de cette loi. Ça paraît évident, de plus en plus de restrictions ont été ajoutées, les douleurs psychiques, mais également l'urgence. Rien n'est prévu, il n'y a pas un mot sur les décisions de limitation thérapeutique ou parfois d'euthanasie qui sont incontournables en urgence. Ça n'existe pas, on est dans un vide juridique total, donc il va falloir continuer, je pense, à travailler comme on le fait, dans la dissimulation. Donc c'est une inquiétude qui est réelle. Les oubliés sont innombrables. Alors les mineurs, mais tous les patients qui n'ont pas de faculté cognitive, donc cela n'existe pas. Tous les gens qui sont dans le coma, cela n'existe pas. Donc je crains que nos objectifs, que nous partageons tous, du respect de la volonté intime de chacun, le respect des proches, qui portent toutes ces situations, et puis également le respect des soignants, le respect de pouvoir agir en accord avec ses convictions. Tout cela ne sera pas obtenu, de toute évidence, et je crains que le travail soit encore long et
heureusement que des gens sont prêts à ne rien lâcher et ont la pugnacité qui est la leur pour poursuivre ce combat qui risque d'être malheureusement très 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 prolongé. Je vous remercie. Et à ce sujet, j'en profite pour faire un petit peu de publicité. Le docteur sera à la sortie à la librairie éphémère pour dédicacer de couverture cette phrase « Nous avons tous le droit de vouloir mourir dignement ». Merci docteur pour cette intervention.